Bonjour à tous, bienvenue dans Géopresse, votre magazine d'analyse et d'actualité. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler du football et plus précisément de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec un focus spécial sur les léopards de la RDC. Vous le savez, les léopards de la RDC vont affronter l'Égypte, les pharaons d'Égypte, dimanche prochain au stade Laurent Pokou de San Pedro en Côte d'Ivoire. La rencontre s'annonce palpitante, mais est-ce que les hommes de Sébastien Desabre garderont, en tout cas ont leur chance devant l'ogre égyptien? C'est la question que je vais poser à mes invités sur ce plateau. Et en deuxième partie de l'émission, nous allons parler de la politique nationale et plus précisément de l'Union sacrée. Que se passe-t-il dans la grande plateforme du chef de l'État, du président de la République? La question va également être posée à mes invités que je m'empresse de présenter à ma gauche, à votre droite. Nous avons Dieudonné Boanali. Bonsoir Dieudonné. Bonsoir Patrick Ilunga, bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs. Voilà, on vous présente, mais vous n'êtes pas présenté parce que tout le monde vous connaît maintenant. Vous êtes journaliste ici à Géopolis Forum. À ma droite, à votre gauche, chers téléspectateurs, j'ai deux autres invités. D'abord, Fiston Aleko. Bonjour Fiston, ou bien bonsoir. Bonsoir Patrick Ilunga, bonsoir aussi à tous ceux-là qui nous suivent en ce moment. Voilà, Fiston Aleko, un habitué de Géopresse, mais j'ai également à ma droite Blest Kouzola. Bonsoir Blest. Bonsoir Patrick Ilunga et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. C'est votre première en Géopresse. Justement. Voilà, vous êtes là pour nous éclairer sur la question des léopards et du football en général. Les débats s'ouvrent avec cette question. Dieudonné Boanali, on sait que les léopards face à l'ogre égyptien ou bien au pharaon d'Égypte, ce sera un match très très difficile. D'abord, est-ce que les hommes de Sébastien Desabre ont leur chance face à cette équipe? Ce sera dimanche le match. Bon, je vais dire que les 11 nationales, les léopards de la République démocratique du Congo, ont encore leur destin entre leurs mains. Pourquoi je l'ai dit, ce n'est pas une équipe qui n'a pas déçu au vu de la prestation dans la phase des groupes. Ce n'est pas aussi une équipe qui nous a convaincus qu'avec ces 23 joueurs, nous allons remporter la CAN pour la troisième fois parce que ça fait longtemps qu'on a gagné cette CAN après celle des années 60 et 70. La République démocratique du Congo n'a jamais soulevé ce trophée continental. Bon, par rapport à notre adversaire, je vais dire l'Égypte que nous avons vu lors de la phase des groupes, ce ne sont pas les pharaons qu'on a toujours redoutés d'il y a 10 ans et qui a remporté à 3 reprises la CAN. L'équipe vraiment a baissé. Pourquoi? La plupart des cadres, ils sont fin carrière, ils ont préféré plus l'argent que de garder la forme. Ils sont partis sous d'autres cieux en Arabie Saoudite, et plus précisément dans les Moyen-Orient. C'est pour cela que vous voyez l'équipe égyptienne est un peu en baisse de régime. Ils ont fait 3 matchs nuls, comme l'équipe congolaise. Bon, ils auront aussi 2 absents de taille. Vous avez leur capitaine, le légendaire Mohamed Salah, qui ne sera pas là. Il sera indisponible pour 2 semaines. Déjà, ça redonne de confiance à notre défense parce que ça allait être une difficulté à gérer avec Artim Maswaku qui est monopied. Salah aussi monopied, mais qui joue au poste numéro 7. Souvent, il entre à l'intérieur du terrain pour frapper. Heureusement qu'il ne sera pas là. Il y a aussi le goalkeeper qui a été blessé lors des séances des entraînements. Voilà. Je pense que les 2 équipes ont leur chance égale, 50-50. Je ne vois pas cette Égypte-là qui va faire peur aux Congolais. Bon, je ne vois pas aussi cette République démocratique du Congo avec une attaque
qui fait peur. Nous jouons bien, on a un fond de jeu, on a une équipe talentueuse composée des joueurs de haut niveau. Notre banc de réserve est riche. Il faut voir seulement les remplacements. Chaque fois qu'on remplace un joueur, il y a toujours un plus qui s'ajoute. Mais l'équipe congolaise pêche par la finition. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui disent on ne gagne pas, on ne perd pas non plus, mais nous nous qualifions, nous avançons dans la compétition. Mais je vais conseiller seulement aux sélectionneurs s'il peut faire une réunion technique avec toute son attaque. Parce qu'on a constaté que les gardiens, sa défense est solide. C'est parmi d'ailleurs les meilleures défenses de la compétition. On a encaissé, je pense, 2 buts. Les meilleures défenses ont encaissé seulement 1 but. Sénégal, j'ai vu Sénégal et puis je pense les Maroc. Nous venons, je pense, en 3e. Le Maroc a encaissé 2 buts. 2 buts également. Je pense un seul but. C'était contre la RDC. Un seul but. Le Sénégal aussi n'a encaissé qu'un seul but contre les Cameroun. Donc nous faisons partie des meilleures défenses. Quand vous regardez aussi notre milieu de terrain, il n'est pas si mauvais. Mais le problème, c'est au niveau de l'attaque où la mayonnaise traîne à pendre. Les coachs ont des difficultés pour faire des alliances, des groupes de 3, une trilogie au niveau de l'attaque, 7, 11 et les 9, pour qu'ils puissent jouer en harmonie. Soit, bon, ce sont eux-mêmes. Bon, il y a aussi la crise de confiance, des problèmes de jalousie, l'égoïsme tue aussi parfois. On a vu lors du dernier match, oui, ça. Il a les ballons, mais il est en mauvaise position. Au lieu de donner la balle à un autre joueur qui était libre, mais il préfère tirer en l'air. Et nous gardons encore nos chances, mais il faut corriger au niveau de l'attaque parce qu'un match de football peut se gagner si une seule occasion. Et nous, on en a 3, 4, 5, on n'arrive pas à marquer. Très bien. Voilà. Alors, pour recadrer, on va dire, rappeler quelques faits aussi. C'est vrai que l'Égypte, c'est 7 coupes d'Afrique des Nations, avec 3 successives en 2006, 2008 et 2010. Actuellement, il y a 3 blessés dans l'équipe. Il y a Mohamed El Salah, il y a El Shenaoui, le gardien des buts, mais il y a aussi le joueur Emma Machour. Qui s'est blessé, en tout cas qui a eu une commotion cérébrale à l'entraînement. Blaise Kouzola, les léopards de la RDC gardent-ils leur chance, ont-ils leur chance devant l'ogre égyptien? Patrick Yunga, merci pour la parole. Les chances des léopards sont en tout cas pour ma part très intactes au vu de prestations qu'ils ont fournies à la nation congolaise pendant cette compétition. Alors, donc je dois dire que leur chance demeure en tout cas intacte face à cette équipe égyptienne qui, en tout cas, on le rappelle, a un grand passé, l'une de grandes nations du football continental, mais aussi une équipe qui est très difficile à manœuvrer dans les phases éliminatoires. On reconnaît bien cette équipe qui est très forte, surtout dans les phases éliminatoires. Elle a joué 2 finales en 2017 et en 2021, même si maintenant là, la mayonnaise en tout cas tarde à prendre dans cette équipe égyptienne avec de nouveaux joueurs, une équipe relativement jeune. Donc pour la RDC, ce sera une occasion de pouvoir battre cette équipe égyptienne qui depuis que la RDC, elle n'a jamais battu l'équipe égyptienne. La dernière fois c'était en 74, il y a 40 ans. La RDC s'appelait encore Zaïre lors de la Coupe d'Afrique des Nations de 1974 où les léopards ont battu à l'époque les Égyptiens sur la marque de 3-2 avec un doublé de l'éternel, qu'on appelle un peu l'immortel de cette CAN, Ndaye Moulamba, qui avait marqué un doublé dans cette rencontre-là. Donc, les hommes de Dessabre le savent et ils sont conscients de ce qui leur attend. En tout cas, dans cette rencontre-là, je crois déjà dans les 2 séances d'entraînement
ou bien dans les séances d'entraînement qui vont avoir des sabres, va en tout cas insister sur le côté finition des léopards, puisque c'est là que le problème se pose au niveau du gardien de but, la défense, le milieu de terrain, tout marche vraiment très très bien. Il ne manque que cette finition, cette dernière passe pour que les léopards concrétisent leurs occasions. Je crois bien que le plan que des sabres va mener, ce sera bien sûr de pouvoir redynamiser un peu son attaque, faire asseoir, comme Dieudonné Boyan l'a dit, ses attaquants, avoir des exercices spécifiques pour eux, afin de pouvoir qu'ils soient encore plus déterminants pour marquer de buts, parce que là, on doit le dire, en tout cas, c'est une autre compétition qui commence. Le phase de poule reste le passé. Là maintenant, nous sommes au niveau de la phase éliminatoire, la phase vraiment à élimination directe. Donc tu perds, tu pars, tout va se jouer sur une rencontre. Même si l'Égypte, on le sait, a perdu Mo Salah sur blessure, Mohamed El Chenaoui aussi, qui a été d'ailleurs opéré en Allemagne. Il sera indisponible pendant 3 mois. Et puis Imam Achour, blessé alors qu'il tentait de faire une retournée acrobatique. Il a eu une commotion cérébrale, il sera absent pour le 8e de finale. Donc c'est quand même 3 titulaires, puisque Achour également est titulaire au milieu de terrain. Il est milieu récupérateur, donc c'est quand même des absences de poids et de taille pour cette équipe. Mais une équipe égyptienne relativement jeune peut quand même créer la différence. Ils auront dans leur but un certain Gabaski. L'histoire nous renseigne que ces gardiens a fait de choses lors de la dernière CAN au Cameroun en arrêtant plusieurs fois le penalty. Donc pour les léopards, il sera question, en tout cas, c'est la chose la plus importante à faire, bien gérer la rencontre et surtout concrétiser les occasions, parce que les matchs comme celui-ci se jouent en tout cas dans des petits détails. Voilà, merci Blest. Fiston Leko, je vais vous rappeler d'abord quelques statistiques d'il y a 20 ans. Par exemple, la RDC et l'Égypte, les pharaons d'Égypte, c'est 4 rencontres, si je ne me trompe pas, et 4 victoires des pharaons. Il y a eu 4-1 en 2006, il y a eu 2-1 en 2008, allez, 1-0 ici même à Kinshasa. L'Égypte a battu la RDC et on se rappelle de 2-0 en 2019. Est-ce que ce n'est pas des statistiques qui annoncent déjà l'avenir? Est-ce que ça ne vous fait pas peur? Justement, Patrick Ilunga, je vais d'abord signaler que moi je ne suis pas trop spécialiste dans le sport en général. Mais en tant que Congolais, je suis aussi, en tant qu'un être humain, je suis aussi les sports de manière un peu distante. Bon, on va dire que, d'ailleurs, d'abord, il faut dire que cette CAN est un tout petit peu particulière, parce que nous avons vu déjà près de 4 coachs sont limogés, dont celui de la Côte d'Ivoire et même celui de l'Algérie. Et la Tunisie aussi. Zambie. C'est-à-dire que c'est une compétition qui est très serrée. Vous avez vu ce qu'a fait le Cap-Vert. Vous avez vu comment a surpris la Namibie. Donc c'est une CAN un peu exceptionnelle. Et dire que les Congolais ont toutes les chances ou argumenter autour des absences qu'il y a de l'autre côté, moi j'ai dit il faut faire attention. C'est comme ça qu'on a minimisé, vraiment dans la majorité des cas, on a minimisé la Tanzanie. Mais dans le match, on a vu que c'était une équipe organisée qui nous a à la limite malmenés. Et nous n'avons pas pu s'exprimer normalement. On a vu même notre attaque ne s'est pas exprimée comme il se doit, sauf des quelques occasions qu'on a eues. Et moi, ce que je vais conseiller, c'est que ce soit nous, les supporters, que ce soit eux, les joueurs, bien évidemment, les hommes des sabres, de pouvoir garder le moral au zénith. Parce que la rencontre n'est bien qu'aujourd'hui, on va dire que l'Égypte, ce n'est pas l'Égypte de 2010, 2008, 2006. Mais c'est quand même une équipe qui a cette, comme on dit au Real Madrid, cette grinta-là, qui savent que nous avons une forme d'autorité sur beaucoup d'équipes, notamment la RDC par rapport à l'histoire, vous avez rappelé. Donc la RDC doit faire en sorte que, en face, qu'on sente qu'ils sont des hommes et ils sont venus justement pour gagner et non pour faire de la figuration. Voilà, merci Fiston Leko.
Dieudonné Boanali, le fait que l'Égypte a eu du mal face au Cap-Vert, face à je crois, au Mozambique aussi, est-ce que c'est pas le signe quand même que ces pharaons-là sont prenables? Bon, ils sont prenables. D'ailleurs, je vais souligner une chose. Au jour d'aujourd'hui, toutes les équipes jouent le football moderne. On est encore loin de ces années-là où on croyait que disposer ou bien détenir des joueurs professionnels, c'était la chasse gardée de certaines grandes nations du football africain, dont l'Égypte, la République démocratique du Congo, les Cameroun, les Nigeria, les Ghana, vous avez l'Algérie, les Mali, les Maroc. On n'est plus à cette époque-là où on se disait non, la Namibie, la Mauritanie, ce sont des petites équipes. Au jour d'aujourd'hui, presque toutes les nations qui sont représentées à la CAN ont des joueurs professionnels, ne fût-ce qu'un ou deux. Donc dans chaque nation là qui joue la CAN, il y a au moins 2 joueurs professionnels. Et vous allez trouver aussi des internationaux qui jouent dans des grands clubs africains. Moi, je vois comment Mazembe, Vita, malmener des fois les équipes du Maghreb. Maintenant, quand nous nous retrouvons au niveau des équipes nationales, pourquoi on doit avoir peur? Moi, j'ai vu une fois ici, avec club des années 2014, battre en aller-retour une légendaire équipe égyptienne comme Zamalek. J'ai vu Mazembe battre l'Espérance des Tunisiens en finale 5-1. C'est pour vous dire que quand nos joueurs arrivent au niveau de l'équipe nationale, ils ont des problèmes d'adaptation et d'intégration quand on les met ensemble avec les joueurs évoluant à l'extérieur. Mais quand ces mêmes joueurs-là sont bien encadrés dans leur club, j'ai cité Mazembe, V-Club, avec un bon coach, un bon mental, ils ont fait une bonne préparation, ils arrivent à mettre en doute les équipes du Maghreb. Je pense, si je peux extrapoler, l'Égypte n'est pas à craindre. Parce que vous avez dit, l'Égypte est 7 fois champion d'Afrique, la RDC est 2 fois champion d'Afrique, la RDC a des CHAN, vous avez semblé l'oublier. L'Égypte n'a pas encore remporté les championnats d'Afrique des Nations. C'est pour vous dire, au niveau des palmarès, et ces 2 équipes ont des choses à faire valoir. Mais maintenant, ça se joue sur le terrain. Sauf qu'il faut peut-être rappeler que ça fait 50 ans que la RDC court derrière un titre et que ça fait 14 ans que l'Égypte a gagné son dernier titre. Mais les 3 dernières Coupes d'Afrique des Nations, c'est 2 finales pour l'Égypte. J'arrive. Ils ont joué 2 finales, mais les niveaux du football qu'ils nous ont présenté là, ça ne reflète pas les niveaux actuels du championnat égyptien, même des clubs égyptiens évoluant dans les interclubs africains. C'est pour vous dire que l'équipe nationale a diminué un peu des niveaux. Mais il ne faut pas avoir peur de l'Égypte. Si vous regardez la feuille des matchs, vous regardez les joueurs égyptiens, tel joue à Liverpool, tel joue à Manchester City, vous allez vous avoir peur au ventre pour rien et vous risquez de perdre ces matchs avant même de l'avoir joué. Karma, plions nos valises, rentrons à Kinshasa, parce que tout le monde dit que non, l'Égypte va nous battre. On n'a jamais battu l'Égypte. Donc, bon, ne jouons pas, déclarons forfait. Donc, mais moi, je sais qu'avec l'équipe que j'ai vue là, les fonds de jeu que les Léopards nous ont présentés pendant les 3 premiers matchs, en tout cas, il y a à croire. Je pense que nous pouvons renverser la pyramide d'Égypte si on corrige seulement au niveau de l'attaque. Là où la mayonnaise traîne à prendre, l'Égypte est battable. Il ne faut pas dire que l'Égypte est imbattable. On ne va pas jouer contre des pyramides, on va jouer contre des humains. Ça, il faut seulement se préparer sur le plan mental, technique, tactique. Les primes des joueurs doivent arriver à temps. Il ne faut pas aussi, les jours du match, que les Égyptiens achètent beaucoup de tickets, ils entrent au stade que les Congolais. Il faut mobiliser tous les Congolais qui ont choisi la Côte d'Ivoire comme leur seconde patrie
les pousser à aller soutenir notre équipe nationale. Parce que bien. les Égyptiens viendront nombreux, profitant du fait que leur pays dispose de beaucoup de compagnies aériennes et qui ne sont pas si loin de la Côte d'Ivoire, ils viendront. Il ne faut pas abandonner notre équipe nationale, il faut envoyer les 12e hommes, même 500, même 1000 supporters pour aller encourager notre 11 national. Voilà, merci beaucoup. Je ne néglige pas l'Égypte, mais je dis que l'Égypte est aussi battable. Voilà. On a vu la Namibie battre la Tunisie. Oui. Voilà. Et d'autres grandes nations du football tomber. Par exemple, le le Sénégal a battu le Cameroun. Qui a battu La Cameroun, à 0. le Cameroun est plus titré que le Sénégal, mais le Cameroun est tombé 3-1 face au Sénégal de Sadio Mané. C'est pour vous dire que tout le monde est battable. Voilà. Blest Kouzola, le choix des hommes. On a vu que les 2 premiers matchs, le coach Sébastien Desabre a préféré titulariser Bakambu, les Théo Bongonda et les autres. Mais au 3e match, c'était Fiston Maele, c'était Silas Katompa. Mais on peut se dire avec notre regard d'observateur que le coach s'est trompé sur le choix des hommes. On va dire, quel schéma et quels hommes doit-il choisir pour commencer et que doit-il faire pour éventuellement remplacer s'il y a besoin de remplacement en deuxième mi-temps? Voilà, pour cette question, elle est en tout cas elle est fondamentale. Desabre l'a dit en conférence de presse d'après-match de la rencontre qui a opposé la Tanzanie à la RDC. Il a dit qu'il voulait apporter un peu de fraîcheur au niveau de l'attaque, parce que cette attaque-là a fait quand même 2 rencontres, 2 grandes rencontres. Alors il a souhaité faire reposer un peu quelques cadres, quelques joueurs, afin de donner de chance à d'autres. Alors dire qu'il s'est trompé, je dirais un peu oui. Pourquoi? Parce que les hommes qu'il a mis en place n'ont pas su se tenir. En tout cas, là, pour cette rencontre-là, on a vu quelqu'un comme Silas qui ne se retrouvait pas du tout. Et aussi Kalala qui n'a pas trop bougé et qui ne s'est pas procuré vraiment d'occasion. Donc, pour ma part, je trouve que lors du prochain match, donc face à l'Égypte déjà, il faudrait, pour ma part, remettre les hommes qui ont débuté cette CAN. Pourquoi je l'ai dit ainsi? Parce que lorsque l'on a joué face à la Zambie, face au Maroc, ces joueurs-là, en tout cas, nous ont montré que voilà, la RDC peut aussi faire du beau jeu, peut produire un beau jeu qui peut arriver à nous donner des occasions, à nous octroyer vraiment des occasions pour pouvoir marquer 2 buts. Alors, déjà face au Maroc, on a été quand même, je dirais, très bon, parce que faire match nul face au Maroc, c'est quand même pas donné à tout le monde, à toutes les nations. C'est la première nation africaine sur le plan, dans le dernier classement FIFA, et 13e au monde. C'est quand même une très grande nation du football actuellement. Donc, Desabre doit miser sur ses hommes forts, ses hommes de confiance, afin de battre l'Égypte. Puisque l'Égypte aujourd'hui, comme Dieudonné Boyan l'a dit, n'est pas une foudre de guerre. C'est une équipe prenable comme les autres équipes. Ce n'est pas l'Égypte de Zaki, ce n'est pas l'Égypte de Ahmed Hassan, Osama Hassan, ou bien Mohamed Aboutraïka ou Cham El Hadari, mais c'est une équipe aussi qui est en reconstruction, parce que on doit le dire, l'Égypte avait viré son entraîneur Carlos Queiroz avant de prendre celui-ci, Rui Victoria. Pourquoi? Parce que Carlos Queiroz a échoué pour que l'Égypte puisse aller à la Coupe du Monde. Donc c'est une équipe qui est encore en construction avec 2 joueurs très jeunes. Le plus vieux là-bas, il n'y a que le cadre, comme Salah, comme El Shenaoui, comme Egazi, le défenseur central. Mais les autres joueurs sont encore en train de pouvoir s'habituer à... Il y a aussi Mahmoud Trezeguet, un cadre aussi que j'avais oublié. Donc, il faut dire que ce sera un match qui sera en tout cas du 50-50. Et c'est l'équipe qui va en tout cas être très bien en place qui va remporter cette rencontre-là. C'est une rencontre ouverte. Et à Desabre, en tout cas, il faudrait qu'ils mettent les hommes le plus forts et les plus performants dès l'entame du match. Comme ça permettra à l'équipe de se retrouver
et de faire un beau jeu. Parce que je trouve mal faire débuter des gens qui, voilà, n'arriveront pas à marquer un but et puis faire entrer les gens qui peuvent marquer de buts. Je pense que ça ne servira à rien. Là, il faudrait d'abord faire débuter les hommes le plus fort, puis en tout cas faire entrer ce que lui-même appelle les finisseurs, les gens qui sont là pour finir la rencontre. Voilà, Fiston Oleko, on va terminer avec cette thématique de sport. Il y a un cas quand même, il y a un cas particulier, le cas Bakambu, Cédric Bakambu. On sait que Bakambu a eu quelques problèmes avec des supporters vu qu'il a raté le penalty contre le Maroc. Alors c'est un Bakambu un peu diminué, on a vu qui est presque éteint. On n'a pas vu même célébrer avec les autres. Justement. Et puis, en termes d'apport, en termes de buts, ça fait très longtemps qu'il n'a plus fait gagner les Léopards. Comment faire justement pour gérer ce cas Bakambu et comment faire pour retrouver le Bakambu qu'on appelait Bakagol? Merci beaucoup. Je pense que le cas Bakambu, c'est d'abord Bakambu lui-même, on va dire, un tout petit peu le problème. Et ici, j'ai entendu Blest, mon estimé confrère, parler des hommes forts. Moi, j'ai dit qu'en attaque, jusque-là, on n'a pas d'hommes forts. Excusez-moi de le constater, parce que nous avons fait 2 matchs au cours de cette CAN. On n'est qu'en train de suivre les autres. Quand les autres marquent, nous venons justement pour répondre. Donc, on n'a pas vraiment d'homme fort qui s'est affirmé pour cette CAN, comme on a vu des Kabananga le faire dans d'autres CAN. Cette fois-ci, on n'a pas cet homme fort-là. Jusque-là, il n'est pas encore défini. Donc, c'est à des sabres, mais aussi aux individualités de s'exprimer pour que quand tu puisses détecter, c'est lui qui sera comme homme fort et qui sera justement placé. Bon, les cas Bakambu, il faut dire que Bakambu aujourd'hui, ce n'est pas les Bakambu qu'on a connus en 2013, 2014, 2015. Aujourd'hui, c'était notre Bakambu, surtout avec son passage en Chine. Depuis là, il a baissé. Vous avez vu son passage à Marseille. Aujourd'hui, en Turquie, c'est aussi compliqué. Il n'a pas vraiment beaucoup plus de temps de jeu. Il n'est pas titulaire. Donc, c'était un joueur. Oui, il a fait du beau temps, mais il faut dire que le football, c'est aussi le temps. On a vu, ce n'est pas un cas atypique. Moi, je vois souvent les commentaires sur les réseaux sociaux. Le football, c'est un jeu. C'est aussi une passion. C'est l'émotion. Vous savez, les supporters sont toujours très exigeants. Quand les gens comme des Messi ont été sévèrement critiqués, même par Maradona. Qui peut connaître le football en Argentine comme Maradona? Mais Maradona a critiqué Lionel Messi. Donc, comment est-ce que ça va cela se reproduire par un Argentin lambda, par un Congolais lambda, qui veut les résultats? Parce que quand nous regardons la télé, nous regardons les matchs, nous voulons les résultats. Donc, moi, je comprends d'abord les critiques des supporters, mais c'est à Bakambu de pouvoir, ça un tout petit peu de travailler plus, parce que c'est possible. On a vu des Ibrahimovic travailler jusqu'à 40 ans, être toujours performant, et ce n'est pas exclu que Bakambu travaille encore, et soit c'est Bakagol-là que nous avons toujours chanté, qui nous a fait danser avec ces fameux Fimbu. C'est possible, c'est à lui, mais aussi c'est l'équipe qui doit aussi faire un travail pour lui faire remonter le moral. C'est très important parce que son cas aujourd'hui, c'est un peu délicat. Personnellement, vous avez dit ça ici, que les autres étaient en train de célébrer. Lui, il était ailleurs. Il pensait, mais qu'est-ce qui m'arrive? Donc, il y a aussi l'équipe qui doit faire ce travail-là, les coachs, pour qu'ils reviennent en confiance et nous faire rêver et nous faire danser comme il a toujours fait. Voilà, le côté psychologique, il est important. Très important. Pour gérer le cas Bakambu. Dieudonné Bonaï, vous avez un petit mot à placer avant de terminer cette thématique. J'ai aimé sa chute, gestion de la confiance du côté psychologique. Et je vous informe que hier, le sélectionneur national, Sébastien Desabre, a eu une réunion en aparté en privé avec Bakambu. À l'issue de cette réunion, voilà, il a écrit quelque chose sur Facebook que j'aimerais partager avec vous. Il dit, j'ai parlé à Bakambu aujourd'hui et il m'a dit qu'il était triste, bien qu'il soit professionnel. Depuis un moment, les choses ne vont pas bien dans sa carrière d'attaquant. Et il espère qu'il récupérera très vite et prendra confiance en lui. Fin de citation. C'est le résultat de la réunion que le sélectionneur a eu avec Bakambu. Bon, moi je veux dire, nous reprochons beaucoup de choses à Bakambu. La fameuse réunion technique. Voilà, la réunion technique que j'ai soulevée là. Mais malheureusement, la réunion a eu lieu autour de Bakambu. Moi, j'aimerais que la réunion soit élargie à tous les attaquants. J'espère que les coachs qui vont nous suivre, ou bien ses proches, vont nous suivre pour lui faire parvenir cette demande.
Les sélectionneurs doivent avoir une réunion avec ces attaquants, individuellement et aussi collectivement. Moi, j'ai reproché beaucoup de choses à Bakambu, mais j'ai compris que la responsabilité est partagée. Les coachs l'ont compris, c'est pour cela qu'il a eu une réunion avec notre numéro 9 attitré. Pourquoi je l'ai dit? Le système de jeu actuel des Léopards, bien qu'il est bon, mais il ne permet pas aux attaquants que nous avons de finisseurs d'exploser. Nous jouons trop en bas. Et regardez notre jeu. Nous commençons à construire à partir de la défense. Quand notre gardien passe, il récupère les ballons, il lui est interdit de dégager ces ballons. Il faut donner ça aux défenseurs, soit à gauche, soit à droite. Nous commençons à construire à partir de la défense. C'est pour cela que vous avez vu, la Zambie a compris notre jeu. Lors de la seconde période, la Zambie nous a joué un pressing très haut pour empêcher à Dylan, Bemba et les autres, Kakuta, de distribuer les ballons, de commencer les constructions à partir de la défense et puis pour attaquer. Les grands entraîneurs du monde ont toujours dit la meilleure défense, c'est l'attaque. Or, nous, notre jeu, on commence à construire derrière. Mais ce temps-là, on fait courir les attaquants. Fiston va à gauche, Bakambu va à droite, ils zigzaguent là, ils construisent une sorte de toile d'araignée en attendant que les ballons arrivent. Et quand les ballons arrivent, il est souvent fatigué, il perd les contrôles, il contrôle mal, il tire, il est essoufflé. Et puis nous on va dire non, Kalala est mauvais, Bakambu est mauvais, Silas est mauvais. C'est aussi le système de jeu. On doit faire avancer les blocs, jouer très haut. Vous allez voir, ces joueurs-là vont exploser. C'est ça, moi, j'ai compris. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, c'était passionnant pour cette thématique. On va souhaiter bonne chance à l'équipe nationale congolaise pour le match de dimanche. On va en venir maintenant à notre deuxième thématique. Nous allons revenir à nos anciennes amours, la politique. Et vous le savez, en politique, en RDC, l'union sacrée de la nation congolaise est un petit peu en ébullition actuellement avec des courants qui naissent. Le premier courant est déjà annoncé, le deuxième viendra peut-être. C'est la deuxième thématique, mais bien avant d'entrer dans le vif des débats, je vous propose d'abord de suivre cet élément. C'est vrai que les partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée pour la nation ont raflé plusieurs sièges à l'Assemblée nationale. Pourtant, aucune liste n'a réussi à avoir la majorité de 250 plus 1 de députés nationaux. Dans la perspective des grandes tractations avec l'informateur qui sera désigné pour la formation de la prochaine équipe gouvernementale, les nouvelles plateformes politiques voient le jour. C'est le cas du pacte pour un Congo retrouvé, PCR en sigle, lancé ce mardi 23 janvier qui met ensemble Vital Kamerhe, Tony Kankushiku, Julien Paluku, Jean-Lucien Boussa et autres. Une autre plateforme aussi a vu le jour dans cette logique, c'est la dynamique agissant et bâtissant portée par Samalou Kondé, accompagné de Guy Luando, Dani Banza, Moindo Nzangi et compagnie. L'idée pour toutes ces plateformes, c'est de constituer des forces pour soutenir la vision de Félix Tshisekedi. Dans ce soubresaut politique, le parti présidentiel, l'UDPS, ne trouve aucun inconvénient. Un secrétaire général l'a dit après avoir rencontré le Premier ministre Samalou Kondé ce mercredi 24 janvier. Les membres du Présidium peuvent se réunir, se concerter, je suis d'accord avec ça, mais qu'on ne puisse pas en faire un problème pour nous diviser. Et je voulais parler avec tout un chacun et connaître sa position. C'est ce que je viens aussi de faire avec le Premier ministre. Nous avons échangé autour de cette question. Bon, moi, ce qui me concerne, je pense que ce n'est pas un grand dossier qui peut créer des suspicions ou bien des divisions parmi nous. Bref, nous avons parlé en famille, c'est ce que vous pouvez retenir. L'initiateur de l'Union sacrée, c'est le chef de l'État. Nous travaillons parce que le chef de l'État veut que nous soyons là. Dans ce contexte, les discussions pour la mise en place du gouvernement s'annoncent très serrées. Pendant ce temps, d'autres leaders de l'Union sacrée n'ont pas encore dit leur dernier mot. Retour sur ce plateau, en tout cas, Fiston Leko, vous avez, c'est votre voix d'ailleurs dans le commentaire, vous avez justement cet élément-là. Expliquez-nous d'abord la lecture que vous faites de la naissance, parce que là on parle de la naissance de ce courant dans l'Union sacrée qui s'appelle Pacte pour un Congo retrouvé.
Quelle lecture faites-vous par rapport à la naissance de ce courant dans l'Union sacrée? Merci Patrick Lunga. Vous savez, je vais faire cette lecture dans beaucoup de niveaux. D'abord, on va parler de la classe politique congolaise. Vous allez m'excuser, je suis un peu enrhumé. La classe politique congolaise, avec l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, nous avons vu qu'il y a eu la coalition FCC Cash, où on n'a pas vu un informateur identifier la majorité au Parlement. Directement, c'était un constat qu'on a fait. C'était d'un côté Némi Moulanien, de l'autre côté, pour représenter le FCC bien évidemment, de l'autre côté Jean-Marc Kabound et compagnie pour représenter la famille présidentielle, donc le Cash. Et ils ont crié ça, c'était comme ça à la va-vite. Et puis on a un gouvernement de coalition qui frôlait un tout petit peu la cohabitation parce que la suite nous a donné quand même beaucoup d'éléments pour croire à ça. Que c'était justement une coalition de fait, une coalition pour se partager le gâteau, le gouvernement et les entreprises publiques. Mais il y a encore un autre fait, ça c'est la loi, la Constitution de la République, qui dit que les gouvernements préside ou quoi, règne, mais ce n'est pas lui qui gouverne. Donc, ce qui fait que le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. Et cette Assemblée nationale, ce n'est pas toute l'Assemblée nationale qui viendra. Il faut identifier une majorité au sein de cette Assemblée nationale. Donc, le président préside, c'est pas lui qui gouverne, bien évidemment. Et c'est lui qui va justement identifier la majorité au sein du Parlement pour se choisir un chef du gouvernement qui va composer avec lui le gouvernement via un informateur. Donc c'est le travail qui s'est fait bien évidemment actuellement. C'était un peu ce qui s'est fait en 2020, fin 2020 avec Bahati Lukwebo qui a commencé par identifier bien évidemment la majorité au Parlement. On a vu cette vague de FCC qui a traversé de l'autre côté. Mais cette fois-ci c'est un peu différent et particulier parce que c'est un deuxième mandat du chef de l'État qui est parti avec son union sacrée pour la nation, qui a raflé, on va dire, plus de 400 sièges. Ce qui fait que ils ont beaucoup de députés et de fait, on va dire le monopole de l'organisation du gouvernement leur revient justement les membres de l'Union sacrée. Mais des droits, il y a un problème parce que il faut qu'il y ait les constats de manière légale de cette majorité parlementaire. Mais il s'est fait que l'Union sacrée, c'est une méga plateforme. Et il y a beaucoup d'autres plateformes et beaucoup d'autres plateformes dans des plateformes. Donc, c'est-à-dire beaucoup de plateformes dans des regroupements politiques. Donc, c'est un peu quelque chose qui est devenu comme une forme de nébuleuse. Donc, il a fallu quand même recadrer des choses. Et pour qu'il y ait cette facilité au moment où les grandes tractations viendront, c'est-à-dire que le moment où le chef de l'État, Félix Tshisekedi, va se choisir son informateur, pour faciliter la tâche, bien évidemment, à ce moment-là, je pense que c'est à cette idée-là que les membres de l'Union sacrée, parce qu'il faut dire que, comme je l'ai dit, nous sommes dans un cas un peu particulier, nous sommes face presque à une plateforme État où c'est un camp qui a pris presque tous les sièges. Donc, dans ce cas-là, il a fallu qu'il y ait aussi ce travail d'identification de la majorité, parce qu'aucun regroupement, aucune liste qui est partie aux élections législatives nationales, bien évidemment, n'a réussi à faire la majorité. Déjà, la liste de l'UDPS qui est premier a fait 69. Après, il s'en est suivi avec celui de Vital Kamere et autres. Donc, il a fallu quand même qu'il y ait ce travail-là. Donc, moi, je comprends ces soubresauts, ces mouvements qui se passent en ce moment ici dans la classe politique, particulièrement à l'Union sacrée, dans ce sens-là, pour permettre ou faciliter le travail à l'informateur qui sera désigné par le chef de l'État. C'est-à-dire que c'est un travail qui est fait en amont pour que celui-ci, quand il viendra, il identifie directement et puis en avance. Si je comprends bien, vous dites que c'est une manière, on va dire, on va pas dire illégale, mais une démarche politique informelle, d'une manière informelle, justement, d'identifier déjà la majorité. La majorité, parce justement. Il faut rappeler, Dieudonné Ngouanali, je vous donne la parole, il faut rappeler que déjà lundi, il y a une session extraordinaire qui est appelée pour justement commencer à légaliser, on va dire, le mandat des députés qui ont été élus. Et c'est là que le travail, normalement, de l'identification, déclaration majorité ou opposition va se faire. Mais
l'explication de Oleko tout à l'heure. Est-ce que vous faites la même lecture? Oui, j'aime la même lecture que Oleko, mais je veux d'abord rappeler un adage qui dit on ne met pas la charrie avant le bœuf. C'est un adage populaire. Et puis nos compatriotes originaires des tribus Tekeumbu disent que Liboke ya Moninga basombela kwangati. Moi je pense les ténors de l'Union sacrée pour la nation, l'ex-majorité parlementaire et au pouvoir en recomposition est allé vite en besogne. Pourquoi je l'ai dit? Je vais vous lire une loi, la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis et regroupements politiques en République démocratique du Congo. Cette loi est encore en vigueur. Cette loi ne reconnaît que les partis politiques et regroupements politiques ayant une base légale. Et la liste de ces partis et regroupements politiques sont allés à trouver chez Peter Kazadi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est lui qui détient la liste des partis politiques et des regroupements politiques en règle qui ont une existence légale. Cette liste-là peut être corroborée encore par celle que dispose la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, qui a organisé les élections. Il considère d'ailleurs cette liste. Elle a une liste de partis et des regroupements politiques qui a été calquée sur celle du ministère de l'Intérieur. C'est pour vous dire que tous ces regroupements politiques, plateformes qui sont tentés d'être créés, moi je les considère comme des structures politiques pour faciliter, qui cherchent à identifier déjà la majorité, pour faciliter la tâche aux futurs informateurs. Mais si c'est pour dire à l'informateur, puis au formateur, que non, moi je suis monsieur X, Grégoire, si c'est Kassongo Chabani, j'ai déjà la majorité, allez dire au président de la République de me nommer moi Premier ministre. Moi je pense que les ténors de la majorité présidentielle, ils sont mal partis. Pourquoi? L'informateur qui sera nommé dans le respect de l'article 78 de la Constitution, alinéa 2, il ne va consulter que les partis politiques et regroupements politiques qui ont répondu à ces trois critères. Premièrement, ils ont une existence légale en République démocratique du Congo. Oh, si vous voyez PCR, DAB, PCR, la plateforme pour un Congo rénové, PC, Pacte pour un Congo rénové, de Vital Kamerhe, Boussa, Paloukou et les autres. Je ne pense pas qu'ils ont une existence légale. Vous avez appris que le ministère de l'Intérieur a agréé cette plateforme-là. Ils ont des documents. Je ne pense pas. Y compris aussi DAB. Comment ça s'appelle encore? Dynamique, bâtissons et agissons. Moi, je ne pense pas que cette dynamique a une base légale. L'informateur qui sera nommé par le président de la République, Félix Tshisekedi, par ordonnance présidentielle, ne va consulter que les partis et regroupements politiques qui ont d'abord, je le rappelle, une base légale. Deuxièmement, vous avez atteint le CI et vous avez quelques députés au sein de la future Assemblée nationale. Vous allez faire partie de la future majorité parlementaire qui deviendra par la suite la majorité au pouvoir ou la majorité présidentielle. Mais déjà, vous constituez des places sur base de quoi l'informateur là va vous recevoir. Mais il va prendre d'abord la liste du ministère de l'Intérieur. Et puis, il va aller à la CENI. Il va avoir les résultats des législatives nationales. C'est sur base de ça qu'il va consulter tous les ténors, ceux qui ont eu des partis politiques, qui ont eu des députés à l'issue de ces scrutins combinés. Et puis, il va faire les rapports à qui des doigts le président de la République pour une mission qui aura au minimum 30 jours, renouvelable une seule fois, il ne peut pas dépasser 60 jours. Moi, je vois plutôt une démarche qui consiste à mettre la pression sur le président de la République. Et encore que le président de la République dispose d'un pouvoir discrétionnaire. Voilà, on va... Donc,
On va terminer avec Voilà. cette émission. Il nous reste 2 minutes. En tout cas, les 2 minutes, je vais vous départager. En tout cas, je vais vous donner la parole à tous les deux. Mais Dieudonné Boanali, selon vous, c'est pas légal tout ça. Mais je crois que l'informateur voit, on va dire, les députés vont d'abord avoir leur mandat légalisé. Ouais. Et c'est eux qui vont déclarer leur appartenance à la majorité. Vous avez compris, Patrick Elunga, vous êtes très intelligent. Et puis, il y a un autre problème. Ces députés nationaux, les mandats ne sont pas encore validés. Il faut convoquer une session extraordinaire. Ce qui aura lundi. On doit mettre les bureaux d'âge, les bureaux provisoires. Voilà la séance de lundi. Et puis, on va procéder à la validation des mandats des nouveaux députés de la future législature. Et puis, quand on va poser les bases légales, c'est comme ça qu'après, on va identifier cette majorité. Voilà. Moi, je pense qu'on cherche à mettre la pression sur le président de la République. Il y a la course à la primature qui est déjà lancée. Et certains, par cette démarche politique, expriment déjà leurs ambitions. Que moi, je cherche à devenir Premier ministre, pour ne pas les citer. D'autres, moi, je dois briguer, je dois arracher les speakers là de l'Assemblée nationale. Voilà. Moi, je comprends purement leur démarche sur le plan politique. Mais sur le plan juridique, je n'arrive pas à comprendre leur démarche. Bon, je vous ai posé les fondamentaux, les principes. Voilà. Dieudonné Boanali. Et puis, je condamne le fait que, bon... Dieudonné Boanali, je vous arrache un petit peu brutalement la parole là. Je crois que officiellement il ne s'agit pas de ça. Officiellement ils disent que c'est pour accompagner le président de la République, pour voir un Congo émergent demain ou après-demain. Alors on va finir avec vous, Fiston Oleko. Est-ce que vous comprenez le fait que ce débat-là suscite on va dire, cette initiative suscite un débat enflammé, des gens qui s'attaquent brutalement un peu à caméra. Vous comprenez ça? Donc moi je ne comprends pas parce que 30 secondes c'est déjà compliqué, la réalisation doit nous aider quand même, c'est compliqué. Mais moi je comprends ça, mais je ne comprends pas les gens qui attaquent. Parce qu'il faut suivre la démarche, il faut lire ce que les gens ont dit. Parce que nous sommes souvent frappés par les effets ou l'éclat, mais on ne va pas dans la profondeur, il faut lire. Les effets d'annonce. Les effets d'annonce, justement, il faut lire quels sont les objectifs poursuivis, quel est l'objet, pourquoi ils ont créé ça. C'est très important au lieu d'aller directement dans les accusations. On a vu une première plateforme naître, on a vu une autre avec celui de Samuel Koundé, et Kabouya est venu, quand on parle de Kabouya, bien évidemment, c'est juste un secrétaire général d'un parti politique, mais attention, de quel parti politique? Qui est le parti politique du président de la République. Donc, quand il parle, il mesure bien ce qu'il dit et il est en accord, bien évidemment, avec son chef. Moi, je comprends cette démarche dans le sens où c'est justement pour gagner le temps. Parce que c'est très important. Nous avons vu en 2019 les gouvernements sortir en septembre, alors que le président de la République a prêté son serment en janvier. C'est ce qui a même fait naître les 100 jours des tristes mémoires. Donc, le chef de l'État l'a même dit, le 20, au stade des martyrs, qu'il va faire en sorte que les erreurs du passé soient gommées. Moi, j'inscris cela dans cette démarche-là, et que le chef de l'État est conscient de ça, et qu'il ne voit aucun inconvénient, comme a dit bien évidemment Augustin Kabouya, c'est justement pour gagner le temps, parce qu'au-delà des tractations, des conciliabules politiques, il y a quand même le Congo, il y a un travail qui doit être fait, il y a les 73,47% des Congolais qui ont dit oui à Félix Tshisekedi de briguer un second mandat, et il a à cœur de pouvoir travailler justement tant soit peu pour les bien-être de cette population, et moi je comprends ça dans une démarche de pouvoir faire gagner le temps et que nous ne revenions pas, bien évidemment, aux événements malheureux de 2021, voire même de 2019, voire même de 2021. Merci beaucoup, Fiston Oleko. Ce sera aussi votre mot de la fin. On va terminer cette émission. Et ça a été vite. Oui, on va remercier Fiston Oleko pour l'analyse toujours pertinente. On va également remercier Dieudonné Boanali pour vos analyses toujours profondes. J'espère qu'en suivant cette émission, les téléspectateurs vont être éclairés d'une autre manière aussi. On va se quitter, Géopresse, c'est ici la fin de parcours, en espérant vous retrouver la semaine prochaine et ce sera toujours avec le même plaisir. À la prochaine.